Mon mari est entré dans la maison en embrassant sa maîtresse, sans se douter une seule seconde que j'avais réuni toute notre famille dans le salon pour la fête surprise que j'avais passé un mois entier à organiser. Mon mari venait d'obtenir la promotion qu'il convoitait depuis 9 ans. Et pendant un mois, j'avais traité cet événement comme une véritable mission. Il avait grandi en entendant son propre père lui répéter qu'il ne ferait jamais rien de bon dans la vie. Alors, devenir directeur régional n'était pas juste un titre pour lui. C'était une preuve, la chose qu'il essayait de mériter depuis qu'il était petit garçon. J'ai donc prévu une surprise chez nous, j'ai invité la famille, réservé le billet de train de sa mère, et passé la journée entière à faire semblant que mes mains ne tremblaient pas de stress. À la tombée de la nuit, le salon était plongé dans le noir et retenait son souffle. Je pensais que le pire truc qui pouvait arriver, c'était que quelqu'un renverse la pyramide de coupes de champagne. J'avais tort. Je m'appelle Camille, et je vais vous raconter cette histoire de la même manière que je la raconterais à une de mes meilleures amies au téléphone au beau milieu de la nuit, car la version trop polie et censurée me donnerait l'impression de vous mentir. J'avais une petite trentaine d'années et j'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à apprendre à me faire toute petite autour d'un homme qui prenait toute la place dans chaque pièce où il entrait. Nous vivions dans la maison que son grand-père avait laissée. Celle qui avait fini au nom de sa mère une fois tous les papiers de succession réglés. Donc, au quotidien, on avait l'impression que c'était la nôtre, même si sur le papier, elle ne l'a jamais été. Ce petit détail va avoir son importance plus tard. Malheureusement, j'ai organisé cette fête comme les gens organisent un petit mariage alors qu'ils jurent à tout le monde qu'ils ne font rien de grand. J'avais des listes sur mon téléphone, des post-it collés à l'intérieur de la porte du cellier, des rappels qui sonnaient aux moments les plus inopportuns, généralement pendant que j'étais en pleine conversation avec lui, m'obligeant à retourner mon téléphone face contre table comme une criminelle. J'ai fait une liste d'invités composée principalement de la famille et de quelques amis proches. Les gens qu'on voyait toujours pour les fêtes de fin d'année, ceux qui décrochaient encore quand il appelait, même après qu'il ait été sec avec eux pendant des semaines. J'ai demandé à un ami qui joue de la guitare de venir faire un peu de musique de fond discrète. Et puis, j'ai paniqué à ce sujet pendant 2 jours parce que je déteste être le centre de l'attention. Mais apparemment, j'avais épousé un homme qui considérait l'attention comme son habitat naturel. J'ai commandé des décorations sur l'un de ces sites de fêtes génériques. Rien de très extravagant, juste des guirlandes lumineuses chaleureuses, une banderole et des ballons de ce bleu profond qu'il aimait tant. J'ai choisi le gâteau après avoir fait défiler tellement de photos que j'ai commencé à rêver de crème au beurre. Mais la plus grande chose, celle dont j'étais secrètement fier, c'était d'avoir réussi à faire venir sa mère. Elle vivait à l'autre bout de la France, et voyager était, selon ses mots, toute une épreuve. Pas parce qu'elle ne pouvait pas le faire, mais parce qu'elle donnait toujours l'impression que l'univers l'avait personnellement insultée en inventant les gares, les aéroports et l'obligation de porter des chaussures. Elle et moi nous entendions d'une manière un peu tendue et prudente, comme 2 personnes portant une marmite de soupe pleine à ras-bord entre elles, priant silencieusement pour que l'autre ne trébuche pas. Pourtant, je l'ai appelée. J'ai organisé son trajet en TGV. J'ai trouvé quelqu'un pour venir la chercher à la gare. Et à chaque fois qu'elle soupirait au téléphone, je ravalais ma fierté parce que je voulais que mon mari ait sa mère dans la pièce quand il obtiendrait enfin cette chose que son père lui avait toujours dite inaccessible. Et aussi, honnêtement, parce que j'ai été élevé pour maintenir la paix, un défaut que j'essaie encore de désapprendre, un soupir ravalé à la fois. Le matin de la fête, j'ai agi comme si c'était un samedi ordinaire. Autour d'un café, j'ai mentionné que je passerais peut-être chez mes parents ce soir-là, l'air de rien, comme si je n'avais pas passé la nuit précédente à cacher 40 ballons et une caisse de champagne derrière les manteaux d'hiver dans le placard de l'entrée. Mon mari a à peine levé les yeux de son téléphone. Il a fait un petit bruit, pas vraiment une réponse, juste un léger murmure qui voulait dire « ouais, peu importe ». Je me suis dit qu'il était distrait parce que le travail était très intense ces derniers temps. Il rentrait tard depuis des semaines, sentant la climatisation de bureau et le Red Bull, disant toujours qu'il était sous pression avec la décision de la promotion qui approchait. Je l'ai cru parce que cela correspondait à l'histoire dans laquelle je voulais vivre. Avant tout ça, si vous m'aviez demandé de décrire notre mariage, j'aurais dit bien. De la même façon que les gens disent bien quand ils ne veulent pas regarder les choses de trop près. À l'époque, nous étions mariés depuis 9 ans, assez longtemps pour que les gens pensent que nous étions solides, même si la vérité, c'est que nous étions juste bien rodés. Nous n'étions pas de ces couples qui se disputaient bruyamment au restaurant ou qui publiaient des paragraphes mielleux d'anniversaire en ligne, mais nous n'étions pas chaleureux non plus. Il aimait la routine.
Il aimait le contrôle. Il aimait que, vu de l'extérieur, il ait l'air d'un homme qui gérait tout d'une main de maître. Je l'aimais. Mais j'ai aussi passé des années à me censurer selon ses humeurs, croyant que si j'utilisais le bon ton au bon moment, je pouvais tout garder en équilibre. Spoiler, vous ne pouvez pas maintenir la paix avec quelqu'un qui traite la paix comme une récompense que vous devez sans cesse mériter à nouveau. Au début de notre mariage, je pensais que le partenariat signifiait des rêves partagés. Lui, le traitait comme un accès partagé. Ça a commencé par de petites choses. Des petites questions sur ce que j'avais acheté. Des blagues sur mes dépenses qui n'en étaient pas vraiment. Une suggestion de regrouper tous nos comptes pour simplifier le budget. Puis, c'est discrètement passé du statut de suggestion à celui de règle. Il a commencé à vérifier les relevés bancaires, qualifiant mes choix d'impulsifs, transformant chaque objection de ma part en preuve que j'étais irresponsable quant à notre avenir. Alors, je me suis effacé pour calmer le jeu. Je me disais que c'était juste un compromis normal, que le mariage demandait du travail, que l'amour impliquait de s'adapter. Je me rends compte aujourd'hui à quel point tout ça sonne faux et préparé. Quelques années plus tard, il est devenu encore plus obsédé par l'idée de faire ses preuves, par cette promotion, par la peur de finir, selon ses mots, ordinaire. Son père avait passé toute son enfance à lui dire qu'il était mou, qu'il ne dirigerait jamais rien. Et même après la mort de son père, mon mari continuait à se battre contre un mort qu'il ne pourrait jamais vaincre. C'est à peu près à ce moment-là qu'est apparue l'idée temporaire. Il a dit que si je quittais mon travail pour m'occuper de la maison, il pourrait se concentrer, grimper plus vite les échelons, décrocher le poste de directeur, et qu'ensuite nous serions tous les deux tranquilles. Il faisait sonner ça comme si nous faisions tous les deux un sacrifice pour un avenir commun. Mais en réalité, c'était moi qui me sacrifiais pour que sa vie à lui paraisse plus grande. J'ai dit que je le ferais pendant 1 an. Puis c'est devenu juste le temps que cette restructuration se termine. Puis c'est devenu on ne peut pas se permettre que tu recommences à zéro en bas de l'échelle en ce moment. Sauf qu'il n'y avait pas d'enfant. Pas de vraie raison. Il n'y avait que moi, à la maison, essayant de rendre ma propre vie plus silencieuse pour que la sienne puisse faire plus de bruit. Et écoutez, je ne vais pas faire semblant d'avoir été une victime parfaite. Je suis devenue rancunière. Je suis devenue piquante. Je suis devenue collante d'une manière qui me faisait honte pendant que je le faisais. Je lui demandais de rentrer plus tôt, puis je me détestais à la seconde où les mots sortaient de ma bouche pour avoir l'air aussi en manque d'affection. Je cherchais des disputes pour des broutilles parce que je ne savais pas comment dire les choses énormes sans pleurer. Certains après-midi, je nettoyais la maison de fond en comble comme un raton laveur anxieux. Et puis, quand il franchissait la porte et ne remarquait rien, j'avais une envie folle de lui jeter l'éponge à l'arrière du crâne. Je ne l'ai jamais fait, mais l'envie était bien là. L'année précédant la fête, il a changé. Pas juste stressé, différent. Il a commencé à se soucier de son apparence d'une manière inédite. De nouvelles chemises, une eau de Cologne différente que je ne reconnaissais pas. Soudainement, il n'oubliait plus de prendre rendez-vous chez le coiffeur. Il a commencé à prendre ses appels sur la terrasse avec la porte fermée. Il inclinait son téléphone loin de moi comme par instinct pur. Si je demandais avec qui il envoyait des textos, il répondait le boulot, une demi-seconde trop vite, comme un gamin pris la main dans le sac. Une fois, j'ai jeté un coup d'œil à son écran et j'ai vu un petit cœur à côté d'un prénom que je ne connaissais pas. Quand je lui ai demandé, il a ri et a dit que c'était une blague interne au bureau. Je voulais tellement y croire que je me suis forcé à rire avec lui. Le pire, c'est que j'avais ce pressentiment, ce sentiment sourd, malade et silencieux. Mais à chaque fois qu'il refaisait surface, je me raisonnais, car le confronter signifiait risquer toute la vie que j'avais construite autour de lui. Et je n'étais pas prête à admettre que j'avais bâti toute ma stabilité sur une personne qui pouvait me la retirer quand bon lui semblait. En fin d'après-midi, notre maison ressemblait à un temple de la célébration. J'avais poussé les meubles contre les murs. J'avais disposé des plateaux de petits fours. J'avais aligné les boissons sur le comptoir de la cuisine. Et je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone comme s'il allait me trahir à tout moment en affichant une surprise gâchée sur l'écran. Les gens ont commencé à arriver vers 18h, se glissant silencieusement, chuchotant et souriant, faisant ce truc que font les adultes quand ils essaient d'être discrets mais deviennent curieusement 3 fois plus bruyants. L'enfant de quelqu'un a fait tomber une petite voiture et le fracas a résonné comme un coup de feu dans le silence. Tout le monde s'est figé, puis a ri beaucoup trop fort.
Mon cœur faisait ce petit sprint ridicule, comme s'il voulait le rôle principal. Nous avons éteint les lumières et avons attendu. La maison s'est remplie de cette étrange obscurité peuplée de corps retenant leur souffle, ce genre de silence où l'on peut entendre le ventre de quelqu'un gargouiller de l'autre côté de la pièce. Je me tenais près de l'entrée, les doigts collants parce que j'avais essayé de réparer une petite bavure sur le bord du gâteau et, bien sûr, je l'avais empiré. Et je n'arrêtais pas d'imaginer le visage de mon mari quand il franchirait la porte et verrait tout le monde. Je l'imaginais sourire, peut-être même avoir les yeux un peu humides, cet homme si fier enfin célébré par les gens qu'il aimait, pour une chose que son père jurait qu'il ne ferait jamais. Et pendant une seconde chaleureuse, je me suis permis d'imaginer que la prochaine année de notre mariage serait plus légère, plus douce, comme si nous passions enfin un cap ensemble. J'étais adorable. Je veux sincèrement remonter le temps et mettre une claque à la moi du passé. La porte du garage a grondé et tout mon corps s'est tendu, comme une corde tirée à l'extrême. J'ai entendu une portière de voiture claquer. J'ai entendu des voix, étouffées, proches, et un rire qui n'était pas le sien. La porte d'entrée s'est ouverte à la volée, et tout le monde a bondi de sa cachette en criant « Surprise !». Les lumières se sont allumées d'un coup, comme un projecteur frappant une scène. Et il était là, titubant un peu, la cravate desserrée, le col ouvert, ayant l'air de quelqu'un qui venait de passer la dernière heure à perdre un lent combat contre la gravité. Plus tard, il jurait qu'il pensait que j'étais chez mes parents, qu'il était trop ivre pour réfléchir correctement, que c'était elle qui n'arrêtait pas de chuchoter « Allez, entre. C'est bon, il n'y a personne. » Son bras enlaçait une femme que je ne connaissais pas assez pour l'appeler autrement que la femme. Sauf que je la connaissais techniquement, car elle travaillait sous ses ordres. Une analyste junior de son équipe. Elle avait cette allure jeune et soignée, les cheveux parfaits, le maquillage intact, comme si elle n'avait jamais pleuré devant le miroir d'une salle de bain en se demandant comment sa vie était devenue si petite. Et ils s'embrassaient. Pas un petit bisou, pas un trébuchement, un vrai baiser, entier, sans hâte, confiant, comme si le monde entier leur appartenait à tous les deux, et que personne d'autre n'existait. Le son qui a rempli la pièce n'était ni un cri ni un halètement. C'était le silence. Le genre de silence qui a un poids et qui vous écrase. Quelqu'un a toussé. Quelqu'un a commencé à rire par pure nervosité, avant de ravaler ce rire dans un gémissement gêné. J'ai vu sa mère dans la foule, sa main volant sur sa bouche, ses yeux s'écarquillant d'une manière qui l'a soudainement fait paraître beaucoup plus vieille. J'ai vu nos amis, des gens avec qui nous avions dîné, des gens qui nous avaient aidés à monter un canapé dans les escaliers, regarder comme s'ils venaient tous d'être giflés en même temps. J'ai vu ma propre main, tenant encore le couteau de service que j'avais pris pour couper le gâteau. Et pendant une seconde, j'ai compris pourquoi les gens disent qu'ils ont vu rouge. Ne vous inquiétez pas, je n'ai rien fait avec l'arme blanche. Je suis dramatique, pas déséquilibré. Mon mari s'est reculé en premier, clignant des yeux comme s'il venait de se rappeler que la gravité était une loi de la physique. Le rouge à lèvres de la femme était étalé, son sourire vacillant alors qu'elle réalisait que ce n'était pas un moment privé qu'elle pouvait contrôler. Ses yeux ont balayé la pièce, confus, puis se sont posés sur sa mère, et tout son visage a fait cette horrible transition, de la surprise, tournant directement à l'agacement. Comme si nous l'avions tous surpris en train de faire quelque chose de légèrement embarrassant qu'il devait maintenant gérer. Sa mère s'est levée si vite que sa chaise a grincé sur le sol. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle dit. Ce n'était pas vraiment une question, plutôt un verdict en train d'être lu. « Qu'est-ce que tu fais ?» Mon mari a soufflé par le nez, exactement comme il le faisait quand je lui demandais de sortir les poubelles. Il m'a regardé et pendant une stupide seconde, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose d'humain, une version de « Beau mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Au lieu de ça, il a dit « Bon, c'est gênant ». La femme a essayé de lisser sa robe, ses yeux cherchant une échappatoire dans la pièce, et j'ai remarqué qu'elle serrait son sac à main contre son ventre comme un bouclier. La main de mon mari est restée sur sa taille, protectrice, presque fière. L'humiliation m'a frappé si fort qu'elle en est devenue physique. Une chaleur grimpant le long de mon cou jusqu'à mes oreilles. J'ai entendu ma propre voix avant même d'avoir décidé de l'utiliser. Pourquoi est-elle ici? Ma voix est sortie plus stable que je ne le pensais, ce qui était honnêtement un petit miracle, car à l'intérieur, j'étais un mixeur tournant à plein régime. Pourquoi l'as-tu amené dans notre maison? Il a cligné des yeux. Je n'avais pas prévu ça, a-t-il dit, comme si c'était là le cœur du crime. Non, ai-je craqué. C'est moi.
Et quelques personnes ont grimacé face au ton plat de ma voix. J'ai organisé ta fête. J'ai organisé le trajet en train de ta mère. J'ai choisi le gâteau. J'ai planifié chaque putain de détail parce que je pensais que ça allait être la meilleure soirée de ta vie. Il a regardé par-dessus mon épaule les guirlandes lumineuses, la nourriture, la banderole à son nom, puis est revenu à moi. Et je vous jure, il avait l'air irrité, comme si mon mois d'effort n'était qu'un inconvénient placé entre lui et la porte. Puis il a fait la chose qui a brisé la dernière once d'espoir en moi qui voulait croire que tout cela pouvait être réparé. Il a haussé les épaules et a dit, « J'en ai marre de faire semblant. » J'ai entendu quelques personnes reprendre leur souffle. Sa mère a émis un son comme si elle hésitait entre pleurer et se mettre à hurler. Et mon mari a continué, car une fois lancé, c'était comme un discours qu'il avait déjà répété dans sa tête. Le genre de discours qui permet à une personne de se sentir vertueuse pendant qu'elle met le feu à quelqu'un devant un public. J'y pense depuis longtemps, a-t-il dit, les mots lents et épais à cause de l'alcool, mais avec une terrible assurance. Toute ma vie, j'ai couru après quelque chose pour me sentir à la hauteur. Je l'ai enfin obtenu aujourd'hui, j'ai regardé tout ça et j'ai réalisé que je ne veux pas passer le reste de ma vie dans une situation qui me donne l'impression d'étouffer. Je ne le ferai plus. Je l'ai fixé. Donc, tu obtiens ta promotion cet après-midi, ai-je dit, et mon rire est sorti sec, presque comme un aboiement. Et tu as décidé que la récompense, c'était de me tromper devant ta mère. Il a levé les yeux au ciel. Je ne fais pas ça pour te blesser. Je choisis juste ce qui me semble vrai. La femme à côté de lui a relevé le menton comme si elle était fière d'être sa vérité. Elle m'a regardé avec ce petit sourire qui n'était même pas un peu désolé. Sa mère a fait un pas tremblant en avant. Tu humilies ta femme, a-t-elle dit. Devant tout le monde, dans la maison de mon mari. La mâchoire de mon mari s'est crispée. Ce n'est pas ta maison, a-t-il répondu par automatisme, puis il s'est rattrapé en voyant que les gens regardaient, pour corriger je veux dire, c'est à la famille. C'est la mienne aussi. Les yeux de sa mère se sont plissés, et j'ai vu quelque chose changer en elle, quelque chose de silencieux et de dangereux. Mais je n'avais pas l'espace pour l'analyser, car mon cerveau s'était verrouillé sur un fait impossible, il avouait sa liaison devant nos amis et traitait cela comme un acte de bravoure. Comme s'il était le héros tragique fuyant un mariage ennuyeux. Et moi, j'étais l'ennui. J'ai senti mes mains bouger avant que ma dignité ne puisse les arrêter. J'ai pris le gâteau. Le gâteau entier, à deux mains, lourd, la crème au beurre douce sous mes doigts. Il y a eu un moment très clair où mon cerveau a hurlé et ne le fait pas, et où ma colère a hurlé et fait le plus fort. Et je l'ai fait. J'ai poussé le gâteau en avant, droit sur son torse et son visage, et la crème a explosé vers l'extérieur comme une absurde bombe sucrée. Il en a eu dans les cheveux, sur sa chemise, sur une joue. Ça a aussi touché la femme, principalement sur son épaule et le côté de sa robe. Quelqu'un au fond de la pièce a lâché un aboiement de rire choqué et a immédiatement plaqué une main sur sa bouche. Je ne peux même pas leur en vouloir. Ça avait l'air ridicule. C'était ridicule. Apparemment, c'était ça, mon mariage. Mon mari a essuyé la crème au beurre de ses yeux et a hurlé, « Mais qu'est-ce qui cloche chez toi ?» Je me tenais là, respirant fort. Ce qui cloche chez moi, ai-je répété, la voix tremblante à présent. Tu viens d'embrasser ta maîtresse devant ta mère, et tu oses me demander ce qui cloche chez moi. Sa mère a prononcé le nom de la femme doucement, comme si elle ne pouvait pas croire que ces syllabes franchissaient ses lèvres. Le visage de la femme est devenu rouge écarlate, non pas à cause du gâteau, mais d'avoir été démasqué. Elle a essayé de reculer, mais mon mari l'a tirée à nouveau près de lui. Ne l'appelle pas comme ça, a-t-il aboyé à sa propre mère, comme si c'était elle qui était malpolie. Et c'est là que la voix de sa mère est devenue glaciale, d'une manière que je ne lui connaissais pas. Monte à l'étage, lui a-t-elle ordonné. Va te nettoyer. Et ensuite, tu vas m'expliquer pourquoi tu as pensé que tu pouvais ramener ça dans la maison que ton grand-père a laissée. Mon mari avait l'air de vouloir discuter, mais il avait aussi l'air embarrassé, et la gêne a toujours été son sentiment le moins préféré au monde. Alors, il a monté les escaliers en trombe. La femme est restée là, la crème glissant lentement le long de son bras, les yeux écarquillés, et toute la pièce ressemblait à un tribunal où le verdict avait déjà été rédigé. Je me suis avancé vers elle sans même le décider, mes pieds me semblaient lourds, mon visage brûlait. J'ai attrapé son bras, pas doucement, et j'ai commencé à la tirer vers la porte.
Dehors, ai-je dit. Elle a retiré son bras violemment. Ne me touchez pas, a-t-elle craché, comme si elle avait des droits dans mon salon. Vous n'avez pas le droit de me mettre la main dessus. Sa mère s'est postée à mes côtés en un éclair. Vous en avez du culot, a-t-elle lancé à la femme, la voix montant dans les aigus. Venir ici, entrer dans la maison de cette famille. Les yeux de la femme l'ont jaugé, puis sont revenus vers moi, et le coin de sa lèvre s'est retroussé. Peut-être qu'il m'a amené parce qu'il me veut, moi, a-t-elle dit, et les mots ont claqué comme une gifle. Peut-être qu'il en a juste marre d'eux. Elle a jeté un regard aux décorations, aux gâteaux ruinés, aux invités pétrifiés. Point tout ça. J'ai senti tout mon corps brûler. Mon estomac s'est retourné. Tout ça, ai-je répété en riant sans aucune trace d'humour. Tu veux dire le mariage à travers lequel tu as couché pour monter en grade? Elle a haussé les épaules. Et c'est cette partie qui fait encore bouillir mon sang quand j'y repense. Elle a haussé les épaules en me regardant comme si j'étais une étrangère pitoyable croisée à un arrêt de bus. Il m'a choisi, a-t-elle dit. Tu peux faire ta folle tant que tu veux. Il va quand même te quitter. Je ne me souviens pas d'avoir décidé de la gifler. Je me souviens de ma main déjà en mouvement. Du claquement sec dans l'encadrement de la porte. De la façon dont sa tête a tourné et de ses yeux devenus immenses. La pièce a explosé en bruit. Pas des acclamations, pas des cris, juste le chaos. Tout le monde parlait en même temps. Quelqu'un disait mon prénom comme si me nommer allait m'arrêter. Sa mère a même fait un pas en avant comme si elle allait faire pire, puis s'est arrêtée, respirant fort, les mains tremblantes le long du corps. La femme a plaqué une main sur sa joue et a sifflé, « Je vais porter plainte contre vous ». Elle a menacé d'appeler la police sur le champ, assez fort pour que tout le salon l'entende, mais elle ne l'a pas fait. Je pense que même à ce moment-là, elle a très bien compris ce qui se passerait si des agents de police débarquaient et commençaient à poser des questions, à prendre des dépositions. Exigeant une explication publique complète sur la raison pour laquelle l'analyste junior de mon mari se tenait sur le pas de la porte de la mère de ce dernier avec du gâteau sur sa robe. Elle cherchait un moyen de pression, pas les projecteurs. Sa mère a ri, un rire court et amer. Bonne chance avec ça, a-t-elle dit. Vous en aurez besoin. Mon mari est redescendu d'un pas lourd dans une chemise propre, les cheveux humides de s'être passé de l'eau sur le visage, rouge de fureur. Il a jeté un regard à la femme qui tenait sa joue et s'est mis en mode protecteur comme si elle était la seule personne blessée de la pièce. Tu l'as frappée, m'a-t-il crié. Oui, ai-je répondu, et le calme de ma propre voix m'a surprise. Elle a qualifié mon mariage de tout ça dans ma propre entrée. Il a pointé un doigt vers moi comme si j'étais une dangereuse inconnue. T'es instable, a-t-il dit assez fort pour que tout le monde entende. C'est exactement pour ça que j'en ai fini. C'est ça que je subis depuis des années. Je voulais hurler. Je voulais jeter autre chose. Je voulais remonter 9 ans en arrière et ne jamais l'épouser en premier lieu. Au lieu de ça, je suis resté là, de la crème dans les cheveux, des miettes de gâteau sur ma chemise. Et j'ai compris tout d'un coup qu'il faisait ça exprès. Il était en train de construire une histoire sous les yeux de tous. Une histoire où j'étais le problème et où il était l'homme courageux qui s'échappait enfin. Sa mère s'est tournée vers lui, la voix tremblante. Tu as attendu le seul soir où toute ta famille était dans cette pièce, a-t-elle dit. Tu as fait ça exprès. Tu voulais un public. La mâchoire de mon mari s'est durcie. Ne commence pas, a-t-il dit. Alors arrête de prétendre que c'est à propos d'autre chose que toi-même, a-t-elle rétorqué. La femme a tiré sur la manche de mon mari et a chuchoté quelque chose, et il a hoché la tête comme si c'était elle qui donnait les ordres. Puis, il m'a surprise en marchant jusqu'au bas des escaliers pour attraper un sac de sport que je n'avais pas vu avant. Un sac qu'il avait dû préparer, laisser dans la voiture, puis rentrer à un moment donné car il était déjà fermé et prêt. Il l'a jeté sur son épaule comme un homme qui va prendre un vol, pas comme un mari qui quitte sa femme. Je ne reste pas ici ce soir, a-t-il dit, et il l'a dit comme s'il me faisait une faveur. On parlera quand tu te seras calmé. J'ai ri à nouveau, car que faire d'autre quand la personne qui vient d'incendier votre vie devant tous vos proches vous dit de vous calmer? Ne t'inquiète pas, ai-je dit. Je vais être calme. D'une façon que tu n'as encore jamais vue. Sa mère s'est interposée entre nous et, pour la première fois de la soirée, elle m'a regardé directement. Elle m'a vraiment regardé,
comme si elle me voyait enfin. Tout le monde doit rentrer chez soi maintenant, a-t-elle dit aux invités, d'une voix forte, polie, mais tremblante. Merci à tous d'être venus. Je suis tellement désolé. S'il vous plaît. Partez, tout simplement. Les gens sont partis dans une vague lente de gêne, murmurant des excuses, me touchant le bras au passage comme si j'étais en verre. Mon ami avec la guitare traînait près du mur, son étui à moitié ouvert, ne sachant manifestement pas s'il devait disparaître ou jouer un morceau. Et puis il s'est éclipsé aussi, les yeux baissés, comme si personne ne pouvait lui reprocher de vouloir faire semblant de n'avoir rien vu. Après que la dernière voiture eut quitté l'allée, mon téléphone s'est mis à vibrer comme s'il avait une dent contre moi. Des messages, des appels en absence, des gens envoyant des « Est-ce que ça va ?» Comme si cette question avait un sens quand votre vie venait d'être éventrée sur le pas de votre propre porte. J'ai à peine dormi. Je suis resté allongé sur le canapé, fixant le plafond, rejouant l'allumage des lumières, le baiser, les visages, mes propres mains écrasant le gâteau sur son torse comme si c'était le seul langage qu'il restait à mon corps. Le lendemain matin, je me suis réveillé vide, comme si mon cerveau était encore planté dans cette entrée. Mes cheveux sentaient le sucre. Le salon sentait le champagne éventé et le désastre. Les ballons avaient dérivé dans les coins pendant la nuit et s'y étaient posés comme de petits fantômes colorés. J'ai essayé d'appeler ma propre mère, parce qu'apparemment, mon réflexe en cas de crise est toujours appeler maman, même si ma mère et moi n'avons jamais eu ce genre de relation douce et réconfortante. Elle a décroché à la deuxième sonnerie et je lui ai dit, m'étouffant avec les mots, il m'a trompé. Il l'a amené ici devant tout le monde. Il y a eu un blanc, puis ma mère a soupiré comme si je venais de lui dire que la voiture avait besoin d'une vidange. Eh bien, a-t-elle dit, tu n'aurais pas dû l'embarrasser comme ça. J'ai fixé le mur. C'est moi qui l'ai embarrassé, ai-je murmuré. Tu lui as jeté un gâteau à la figure, a-t-elle ajouté, comme si la liaison était une note de bas de page et que la crème au beurre faisait la une. Les hommes ne pardonnent pas ce genre de scène. J'ai raccroché sans dire au revoir. Je suis resté assise dans le salon silencieux et j'ai réalisé une chose affreuse et vraie. Mon mariage n'était pas le seul endroit où l'on m'avait entraîné à ravaler mes propres sentiments pour préserver le confort des autres. C'était plus grand que lui. C'était toute ma vie. Le lendemain, ma mère m'a envoyé un long texto me conseillant de rester calme, de ne pas prendre de décision hâtive et d'honorer mes vœux. Je n'ai même pas pu le lire sans que ma main tremble. J'aurais voulu qu'elle soit en colère pour moi. J'aurais voulu qu'elle dise, fais ses valises. Tu mérites tellement mieux que ça. Au lieu de ça, elle agissait comme si mon rôle était de retenir un homme qui était déjà parti. C'est là que j'ai décidé que j'arrêtais de chercher du soutien auprès de personnes qui ne l'offraient que si je jouais mon rôle correctement au préalable. Je n'ai pas parlé de cet appel à sa mère. Pas tout de suite. J'ai gardé ça pour moi pendant des jours, parce que je ne voulais pas empoisonner le seul véritable soutien que j'avais avec un rappel supplémentaire que ma propre famille préférait me blâmer moi plutôt que lui. Alors, j'ai ravalé tout ça, et j'ai fait semblant d'aller bien pendant que nous marchions sur des bouts de ficelle de ballon pour nettoyer la crème au beurre des murs. Et les dégâts étaient sincèrement irréels. Du gâteau écrasé dans le tapis, étalé sur les interrupteurs. Des empreintes collantes dans le couloir parce que quelqu'un avait marché dedans et s'était promené. J'ai frotté et frotté parce que j'avais besoin de faire quelque chose de physique, quelque chose que je pouvais contrôler. Sa mère n'arrêtait pas d'attraper de l'essuie tout propre en marmonnant, incroyable, dans sa barbe, comme si elle essayait d'effacer toute la soirée à la seule force de son entêtement. À un moment donné, j'ai trouvé l'alliance de mon mari dans le lavabo de la salle de bain. Je l'ai juste fixé, là, dans une petite flaque d'eau, et pendant une demi-seconde, j'ai ressenti une lueur d'espoir vive et stupide, peut-être qu'il l'avait oubliée par accident et qu'il reviendrait la chercher, honteux. Puis j'ai réalisé qu'il l'avait probablement enlevée avant même de franchir la porte d'entrée, parce que les alliances n'ont jamais arrêté quelqu'un qui veut tromper. Je l'ai ramassée, essuyée, et mise dans un tiroir. Je ne l'ai pas jetée. Je n'étais pas prête à être aussi définitive. Cet après-midi-là, sa mère a reçu un appel de lui et elle l'a mis sur haut-parleur parce qu'elle en avait fini de le protéger. Il a dit qu'il voulait qu'on discute et sa voix avait ce ton calme, faux et raisonnable, comme s'il passait en revue un contrat. Il a dit que je devais me contrôler et m'excuser pour l'agression, et mon estomac s'est tordu. Puis, il a demandé à sa mère quand elle prenait son train pour rentrer, comme s'il vérifiait simplement son propre emploi du temps.
Sa mère a fixé le téléphone comme si c'était un déchet et a dit « Je ne la laisse pas seule ». Il s'est tu, puis il a dit « Donc, tu l'as choisie, elle ?» « Oui », a-t-elle répondu si froidement que j'ai failli rire. Je choisis la personne qui n'a pas mis le feu à cette famille dans mon propre salon. Il lui a raccroché au nez comme un adolescent. Un homme fait, un tout nouveau directeur régional, raccrochant au nez de sa mère parce qu'elle refusait de valider sa trahison. Le lendemain matin, sa mère était déjà debout quand je me suis arraché du canapé, assise à la table de la cuisine avec une tasse de café et ce regard si particulier qu'elle a quand elle a décidé quelque chose et qu'elle est prête à affronter le monde entier pour le défendre. Elle a fait glisser un papier sur la table vers moi. « C'est un bail », a-t-elle dit. J'ai regardé le papier. « Un bail ? Un contrat de location », a-t-elle corrigé comme si la formulation importait. Et j'allais bientôt apprendre qu'avec elle, la formulation importait toujours. Tu vas devenir locataire ici, officiellement, sur le papier. S'il essaie un jour de dire que tu squattes, il ne pourra pas. S'il essaie de te faire expulser, il ne pourra pas. Mes mains tremblaient en le lisant. Pas parce que c'était compliqué, mais parce que c'était réel. C'était elle qui transformait une décision en un document écrit. Quelque chose de beaucoup plus difficile à défaire. « Vous êtes sûr ?» ai-je demandé, la voix brisée. Ça va le rendre furieux. Elle a pris une longue gorgée de café comme si elle pouvait boire sa fureur pour le petit déjeuner. « Laisse-le être furieux », a-t-elle dit. Il a été à l'aise pendant beaucoup trop longtemps. Nous avons conduit jusqu'à un petit cabinet d'avocats où un juriste assis derrière un bureau a tout expliqué en termes clairs. J'acquiesçais comme si je suivais, même si mon cerveau ne cessait de revenir à l'image du visage couvert de gâteau de mon mari. L'avocat m'a posé les questions de base, mon métier, la durée de notre mariage, si on avait des enfants. Et chaque réponse ressemblait à l'inventaire de ma propre vie. Quand j'ai admis que je ne travaillais plus à temps plein, il a levé un sourcil de cette manière polie qu'ont les gens quand ils pensent à quelque chose de beaucoup moins poli. « Ça va compliquer un peu les choses », a-t-il dit. Je me suis mise sur la défensive, comme si je devais me justifier, et j'ai lâché, ça semblait logique à l'époque. Il a juste hoché la tête, comme s'il avait entendu cette phrase exacte 1000 fois auparavant. C'était probablement le cas. Sa mère n'arrêtait pas d'intervenir pour rendre l'historique de la maison clair et net, parce qu'elle ne voulait aucune confusion sur l'identité du propriétaire. Elle le disait avec ce ton ferme qui ne laisse aucune place au débat. Et j'ai vu le stylo de l'avocat s'activer plus vite, comme s'il se disait « D'accord, cette partie est réglée ». Avant notre départ, il m'a conseillé de tout documenter. Sauvegarder les messages. Garder une chronologie. Le genre de conseil qui vous donne l'impression que votre propre vie est devenue un dossier juridique. Je détestais ça. Mais je savais aussi que mon mari était exactement le genre de type à réécrire l'histoire si on lui laissait une pièce calme pour le faire. Alors j'ai commencé. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur, j'y ai mis des captures d'écran, j'ai noté des dates dans un petit carnet, non pas parce que je voulais du drame, mais parce que je ne lui faisais plus confiance pour ne pas en inventer. De retour à la maison, sa mère a insisté pour qu'on change les serrures. Et pour une fois, je ne me suis pas senti impulsive en le faisant, car l'avocat nous avait dit de traiter la maison pour ce qu'elle était légalement, sa propriété à elle, pas le droit de son fils. L'avocat a rédigé une simple mise en demeure signifiant que son accès était révoqué et que toute communication concernant ses affaires devait passer par un conseiller juridique. Ensuite, nous avons appelé un serrurier, un homme fatigué qui s'est pointé, a changé les serrures et n'a posé aucune question, ce que j'ai apprécié au-delà des mots. Quand il m'a tendu les nouvelles clés, je les ai serrées trop fort, comme si le métal pouvait me protéger. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pas parce qu'il me manquait, mais parce que mon cerveau passait la fête en boucle, comme un film. Il refusait de s'éteindre. À chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les lumières s'allumer, le baiser, les visages pétrifiés. Je n'arrêtais pas de me demander ce que les gens disaient, s'ils avaient pitié de moi ou s'ils pensaient secrètement que je l'avais bien cherché. Je détestais que ça m'importe, mais l'humiliation est une chose collante. Ça s'accroche à vous. Alors, je me suis levé à 3 heures du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à postuler à des offres d'emploi comme si ma vie en dépendait. Parce que c'était le cas. J'ai rempli des candidatures en pyjama avec une tasse de thé froid à côté de moi, tapant mon ancienne expérience avec des mains tremblantes, essayant d'expliquer les trous dans mon CV sans avoir l'air pathétique.
J'étais hors du circuit depuis si longtemps que mon CV avait l'air d'avoir hiberné. Je voulais lui hurler, « Regarde ce que tu as fait !» Mais il n'était pas là, et c'était précisément le problème. Il m'avait laissé nettoyer les conséquences de choix vers lesquels il m'avait poussé pendant des années. Sa mère m'a trouvé à la table le lendemain matin et est restée dans l'encadrement de la porte, m'observant fixer l'écran. « Tu n'es pas obligé de tout réparer en une nuit », a-t-elle dit doucement. J'ai ri, épuisé. « Si je ne le fais pas, qui le fera ?» ai-je répondu, la voix brisée. « Il ne le fera pas. Mes parents ne le feront pas. C'est à moi de le faire. » Elle s'est approchée et a serré mon épaule. « Alors on le fera étape par étape », a-t-elle dit. Et quelque chose en moi s'est légèrement relâché. Pas parce que tout allait bien, mais parce que pour la première fois, quelqu'un se tenait à côté de moi pour me dire « Tu n'as pas à faire ça toute seule ». Au cours des 2 semaines suivantes, sa mère et moi avons emballé ses affaires. Je m'attendais à être dévasté, à avoir l'impression de l'effacer de la maison. Mais au lieu de ça, j'ai ressenti une étrange concentration très stable. J'ai récupéré des cartons dans le garage. J'ai plié ses vêtements avec une précision colérique. J'ai trouvé des morceaux aléatoires de notre vie dans ses tiroirs, de vieux reçus, des tickets de cinéma, des chaussettes dépareillées, et j'ai tout emballé sans distinction. Sa mère travaillait à côté de moi, silencieuse mais présente. Et de temps en temps, elle marmonnait quelque chose comme « incroyable » ou « je ne l'ai pas élevé comme ça ». Et je sentais qu'elle faisait son deuil, elle aussi. Pas seulement de mon mariage, mais de l'homme qu'elle croyait que son fils était. À la fin du week-end, les cartons étaient empilés sur le porche d'entrée. Sa mère voulait que ce soit fait proprement, alors l'avocat a envoyé une mise en demeure basique, il avait un délai très court pour venir récupérer ses biens. Passé ce délai, ce qu'il adviendrait des cartons serait de sa seule responsabilité. J'ai regardé la météo ce soir-là et j'ai vu de la pluie annoncée. Beaucoup de pluie. J'ai regardé les cartons et j'ai eu un petit élan d'humanité en me disant que je devrais peut-être les tirer sous l'auvent parce que je ne suis pas un monstre. Puis je me suis souvenu de lui, me traitant d'instable devant nos amis, disant à tout le monde que j'étais la raison pour laquelle il trompait, et ma bonté s'est évaporée sur place. Alors je les ai laissés. J'ai laissé toute sa vie dans du carton dehors, comme un avertissement. Sa mère s'est arrangée pour faire installer quelques petites caméras de sécurité. Rien d'extravagant, juste de quoi filmer au cas où il déciderait de faire une bêtise. Je détestais qu'on en soit réduite à penser comme ça. Je détestais encore plus qu'une partie de moi s'attende totalement à ce qu'il le fasse. Une semaine est passée, puis une autre, et pendant ce temps, mon mari m'a envoyé une flopée de messages qui oscillaient violemment entre le ton froid et le dramatique. Une minute c'était « On doit se comporter en adulte ». La minute suivante, c'était « Tu as détruit ma vie ». Comme s'il n'avait pas allumé l'allumette lui-même. La femme m'a envoyé exactement un message. Un long pavé, dégoulinant de bien-pensance et de fausses sollicitudes, comme si elle me rendait service en me débarrassant de lui. Je n'ai pas répondu. Je l'ai fixé en sentant mon cœur battre la chamade, et puis je l'ai bloqué. Le jour où il est revenu, j'étais assise sur le sol du salon, entourée de paperasse parce que j'avais enfin lancé la procédure de divorce, et j'avais les doigts tachés d'encre à force de remplir des formulaires. L'application de la caméra sur mon téléphone a sonné et mon estomac s'est noué avant même que je regarde. Il était là, dans l'allée, sortant de la voiture comme s'il possédait encore le sol sous ses pieds. La femme à côté de lui, avec ses lunettes de soleil et les bras croisés, jouait la carte du « ça ne me touche pas ». Il s'est avancé jusqu'à la porte et a essayé son ancienne clé. Il a réessayé plus fort, puis a tiré sur la poignée comme si la force brute allait réécrire les serrures. Quand ça n'a pas marché, il a toqué. Poliment d'abord, puis les coups sont devenus violents. Je n'ai pas bougé. J'ai juste observé via la caméra, le cœur battant à tout rompre, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a stabilisé. Je n'étais pas obligé d'ouvrir la porte. Je n'étais pas obligé de l'affronter selon ses règles dans ma propre maison. J'ai appuyé sur le bouton pour parler à travers la caméra. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, et ma voix est sortie calme, ce qui était honnêtement la partie la plus satisfaisante de tout ça. Il a relevé la tête d'un coup, surpris par le son de ma voix sortant du petit haut-parleur. « Ouvre la porte » a-t-il exigé. « C'est ridicule. »« Pourquoi tu es là ?» ai-je redemandé. « Parce que j'étais têtu et que je voulais l'entendre le dire à voix haute. » Il a ricané. «
pour récupérer mes affaires et pour te dire que tu dois être parti d'ici la fin de la semaine. Je t'ai laissé assez de temps. J'ai ri, pas fort, juste un petit souffle. Tu ne m'as rien laissé du tout, ai-je répondu. Tu es parti, tu te souviens? Avec ta copine, devant ta mère, devant tous les gens qu'on connaît. La femme à côté de lui a levé les yeux au ciel si fort que je l'ai perçue à travers la caméra. Mon Dieu, a-t-elle marmonné, et même à travers le mauvais son, on aurait dit qu'elle était épuisée par le simple fait que j'existe. Mon mari a regardé au-delà de la caméra et a fini par remarquer le porche, les cartons. La pluie était déjà passée, et le carton était gondolé, taché, affaissé. Un peu de scotch s'était décollé, laissant dépasser du tissu par les fentes. Son visage a changé. Pas de la tristesse, de la pure fureur. « C'est quoi ce bordel » a-t-il hurlé. « Tes affaires, ai-je dit. Tu devrais les prendre avant la prochaine tempête. » Il s'est mis à faire les 100 pas, s'agrippant les cheveux. « Tu as fait ça exprès » a-t-il lancé. « Ouais » ai-je répondu, et ça faisait du bien de l'admettre. « Tout à fait. » Il a frappé du poing contre la porte. « Tu ne peux pas m'empêcher d'entrer ici » a-t-il crié. « C'est ma maison. » « Non, ce n'est pas la tienne » ai-je répondu en gardant une voix posée, parce que je refusais de lui donner la satisfaction de m'entendre trembler. « Elle appartient à ta mère, et j'ai signé un bail. Tu as reçu une mise en demeure t'informant que ton accès était révoqué. Si tu continues à taper sur cette porte, j'appelle la police pour tapage. » Il s'est figé comme si son cerveau avait besoin d'une seconde pour rattraper son retard. Puis il a sorti son téléphone et a appelé sa mère, là, sur mon porche, faisant les 100 pas comme un gosse qui court balancer un copain. Je ne pouvais pas entendre la version de sa mère, mais je voyais son expression passer par toutes les phases, confiant, puis confus, puis en colère, puis tout petit. Il a dit, « Comment ça, tu as signé un bail avec elle, et puis, tu es sérieuse là, et ensuite, tu ne peux pas me faire ça. » Et enfin, il s'est tu, la mâchoire serrée, écoutant simplement. La femme lui a chuchoté quelque chose, probablement de se calmer, mais il n'a jamais été fait pour être calme. Il a mis un coup de pied dans l'un des cartons, qui s'est effondré, répandant des vêtements humides sur le porche. Il en a frappé un autre. Il s'est mis à balancer des trucs en l'air comme si faire une crise de nerfs allait inverser les documents légaux. Un voisin de l'autre côté de la rue est sorti sur son propre porche, téléphone en l'air, pas subtil, pas menaçant, il filmait simplement. Mon mari l'a vu et s'est arrêté en plein coup de pied, la poitrine haletante. Le voisin a crié, « Il est temps de partir, mec. » Et la femme avait l'air mortifiée, tirant sur la manche de mon mari. Entre la caméra de ma porte et le téléphone du voisin, tout était déjà documenté, donc je n'ai pas appelé la police. L'humiliation publique faisait le travail parfaitement, et je refusais de lui offrir une autre version des faits où il pourrait prétendre que j'avais réagi de manière disproportionnée. Il a fusillé du regard la petite caméra près de la porte comme s'il voulait la pulvériser d'un coup de poing. « T'aimes ça, hein » a-t-il sifflé. J'y survis, ai-je dit, et ma voix s'est faite un peu plus douce. Pas parce que j'avais pitié de lui, mais parce que la vérité était lourde à prononcer. Il y a une différence entre les deux. Il a fourré les affaires trempées dans les cartons éventrés, marmonnant des insultes, pendant que la femme se tenait les bras croisés, l'air d'attendre qu'un employé finisse de charger ses courses. Il a tout entassé dans le coffre, l'a claqué, et avant de monter, il s'est penché vers la caméra une dernière fois. « Ce n'est pas fini » a-t-il dit. J'ai regardé l'écran. « Ça l'est pour moi » ai-je murmuré, et j'ai coupé l'appel. Après ça, mon téléphone est devenu une décharge à messages. Des vocaux de lui, d'elle, parfois même de membres de la famille qui avaient entendu ma version via le bouche à oreille et qui trouvaient que leur opinion était urgente. Les gens adorent donner leur avis quand ils ne sont pas ceux qui pleurent sur le carrelage de la salle de bain à 2 heures du matin. La femme a laissé un message vocal me traitant de petite, d'aigrie, de sorcière. Mon mari en a laissé un où il essayait à nouveau d'avoir l'air charmant, comme s'il pouvait encore me convaincre d'être raisonnable, puis un autre où il avait l'air de me haïr profondément. Je les ai bloqués tous les deux, plus définitivement cette fois. Une semaine plus tard, j'ai complètement changé de numéro, parce que j'étais fatigué de sursauter à chaque fois que mon écran s'allumait. Le silence qui a suivi n'était pas de la paix. C'était un engourdissement. Je me réveillais, faisais du café, fixais le mur, et puis je me souvenais, ah oui.
Mon mari a dynamité notre mariage devant tout le monde et m'a rendu responsable de l'explosion, et la nausée revenait. Certains jours, je mangeais à peine. D'autres jours, je mangeais ce qui était le plus rapide juste pour que mon corps continue de fonctionner. Je pleurais quand j'en avais la force, et je continuais à avancer quand je ne l'avais pas, parce que je n'avais pas le choix. Quelques jours plus tard, je me suis assise à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert, et j'ai fait une chose autour de laquelle je tournais depuis le soir de la fête, mais que j'évitais parce que je ne voulais pas être la folle d'ex. J'ai écrit un email au service des ressources humaines, RH, de son entreprise. J'ai fixé l'écran vide pendant un long moment, j'ai tapé une phrase, je l'ai effacée, retapée, puis effacée encore. Je me disais, si j'envoie ça, il dira que je suis vindicative. Il dira à tout le monde que j'ai essayé de ruiner sa carrière par pure vengeance. Et puis, une autre part de moi répondait, il a ruiné sa propre carrière à la seconde où il a commencé à coucher avec quelqu'un qui travaillait sous ses ordres directs. Il refuse juste d'en assumer les conséquences. Alors je l'ai écrit. J'ai écrit que mon mari avait entretenu une relation avec un membre junior de sa propre équipe. J'ai écrit qu'il l'avait ramené chez nous et l'avait exposé publiquement devant des dizaines de témoins. J'ai noté les dates dont je me souvenais, les événements, les soirs où il rentrait tard avec des excuses qui sonnaient maintenant douloureusement stupides. Je suis resté factuel, pas poétique, pas dramatique, juste clair. J'ai cliqué sur envoyer, et j'ai immédiatement eu l'impression que j'allais vomir. Pendant une semaine, rien ne s'est passé et j'ai sombré dans une spirale. Puis j'ai appris, par ce même bouche à oreille que tout le monde fait semblant de ne pas écouter, qu'il avait été mis à pied le temps d'une enquête. Ils ont interrogé des gens, vérifié les plannings, posé des questions sur les promotions et les évaluations. Et soudain, tout un tas de petits détails bizarres que tout le monde avait discrètement remarqués et ignorés étaient énoncés à voix haute dans un bureau, la porte bien fermée. Il a nié, bien sûr. Elle a joué les innocentes. Mais plus il creusait, plus ça devenait moche. Un de ses collègues, quelqu'un qui avait toujours été sympa lors des repas de fin d'année de la boîte, m'a envoyé un court message prudent qui disait en substance, ils sont vraiment en train d'enquêter dessus là. Je suis resté planté devant l'écran, le cœur battant la chamade, et je ne me suis pas senti victorieuse. Je me suis senti fatigué, comme si je venais de soulever quelque chose d'énorme, et que mes bras en tremblaient encore. Dans les semaines qui ont suivi, d'autres infos ont filtré par ce même réseau qui s'était nourri de mon humiliation. Apparemment, d'autres personnes avaient aussi des plaintes à formuler. Apparemment, la femme bénéficiait d'un traitement de faveur depuis des mois. Les dossiers les plus faciles, les meilleures évaluations, des horaires flexibles que personne d'autre n'avait. Les gens avaient remarqué. Les gens étaient discrètement agacés. Ils n'avaient juste pas de raison de le dire tout haut jusqu'à maintenant. J'ai détesté cette partie. Honnêtement, je détestais que ma catastrophe privée devienne une porte ouverte bien pratique pour les doléances des autres. Mais je ne pouvais pas faire semblant que ça n'avait pas d'importance, parce que le favoritisme au travail n'est pas juste agaçant, c'est foncièrement injuste pour tous ceux qui font leur boulot honnêtement. Et oui, je sais que j'ai l'air d'une prof de morale, mais ça reste vrai. Environ 6 semaines après l'envoi de mon email, un de ses collègues m'a envoyé 3 mots. Il est viré. Mon estomac s'est noué. Pas parce que j'avais de la peine pour lui, mais parce que je savais exactement ce qu'il allait faire ensuite. Comme prévu, sa mère m'a appelé le soir même et m'a dit qu'il lui avait déjà hurlé dessus au sujet de son licenciement, comme si c'était quelque chose qu'on lui avait fait subir plutôt que le résultat direct de son propre gâchis. Il s'est fait licencier, m'a-t-elle dit. Et il essaie de me mettre ça sur le dos, ai-je murmuré. Il va dire que c'est de ma faute. La voix de sa mère s'est refroidie. Laisse-le faire, a-t-elle dit. Il a besoin de blâmer quelqu'un parce qu'il ne supporte pas l'idée qu'il s'est fait ça tout seul. Le divorce en lui-même a été son propre lent cauchemar. Pas dramatique comme dans un film, juste épuisant, noyé sous la paperasse. J'ai pris un avocat parce que je n'allais pas me laisser manœuvrer par un homme qui avait déjà prouvé qu'il réécrirait la réalité avec joie quand ça l'arrangeait. Il en a pris un aussi. Et pendant un temps, c'était comme si ce n'était plus nous les mariés, mais les avocats. Ce sont eux qui s'envoyaient des mails, programmaient des réunions, négociaient, pendant que je restais assise sur le canapé en me sentant comme une invitée dans ma propre vie. Il a essayé de faire toute une histoire de la gifle, bien sûr. Il a aussi essayé de réécrire toute l'histoire publiquement. Pas via un énorme scandale dramatique, mais à la manière lâche du quotidien,
en racontant aux gens que nous nous étions simplement éloignés, que j'étais devenu compliqué, que la femme était simplement quelqu'un qui le comprenait mieux. Un de nos amis, celui qui essaie toujours de rester neutre, m'a appelé et m'a dit, « Il raconte aux gens que vous étiez malheureux depuis des années. » J'ai failli éclater de rire, parce que oui, nous étions malheureux, mais pas de la manière mutuelle et respectueuse qu'il prétendait. Il était malheureux parce que j'existais en tant que personne avec mes propres besoins. J'étais malheureuse parce que je m'étais ratatiné pendant presque 10 ans. Cet appel téléphonique a déclenché quelque chose en moi et j'ai fait une chose que je regrette. Je l'ai débloqué pendant 1 minute et je lui ai envoyé un message. Pas un message calme, ni un message mature. Quelque chose comme « Arrête de mentir sur mon compte », suivi de quelques mots supplémentaires que je ne répéterai pas ici parce qu'ils étaient vraiment laids. J'ai appuyé sur envoyer et mon estomac s'est noué, parce que j'ai su instantanément que je venais de rouvrir la porte. Il a répondu dans la seconde, comme s'il était assis là, à attendre. Tu vois, a-t-il écrit, c'est exactement ce que je veux dire. Tu es hors de contrôle. J'ai fixé l'écran et j'ai ressenti une vague brûlante de honte, parce qu'il avait raison sur un point, à ce moment précis, j'étais hors de contrôle. J'étais réactive. J'étais blessé. Je voulais mordre en retour. Et il l'a utilisé exactement comme je savais qu'il le ferait, comme une preuve que j'étais, au fond, le véritable problème. Je l'ai bloqué à nouveau et je me suis assise dans ma voiture sur le parking d'un supermarché, pleurant si fort que ma poitrine me faisait mal, parce que je détestais lui avoir donné des munitions. Quand je l'ai dit à mon avocat, il ne m'a pas grondé, mais il m'a lancé ce regard. Le fameux regard « s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Ne communiquez plus directement avec lui », m'a-t-il dit. Laissez tout passer par nous. J'ai hoché la tête, essuyant mon visage comme une enfant. Nous avons eu une séance de médiation. Le genre où vous êtes assis dans une petite pièce avec un médiateur qui parle avec la voix douce et égale de quelqu'un qui essaie de séparer une bagarre dans une crèche. Mon ex s'est pointé avec la femme, qui l'attendait dans le couloir, ce qui m'a semblé être une insulte délibérée. Je l'ai vue à travers la vitre, et elle a souri en coin quand elle a croisé mon regard, comme si elle était fière de participer à un processus qui n'aurait dû concerner que moi et mon mari. J'avais envie de claquer la porte. J'avais envie de renverser la table. Au lieu de ça, j'ai croisé les mains et j'ai fait semblant de ne pas trembler. Le médiateur nous a demandé de parler de nos objectifs, et mon ex a dit que son but était une séparation équitable et de pouvoir avancer paisiblement. Il a dit ça avec cette voix calme et raisonnable qui aurait convaincu n'importe qui, s'il ne l'avait pas vu embrasser sa maîtresse sur le pas de notre porte. J'avais envie de hurler paisiblement. Tu as choisi la façon la moins paisible possible de faire ça pour un être humain. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai mordu l'intérieur de ma joue et j'ai laissé mon avocat parler. À un moment, mon ex a suggéré que je ferais vraiment mieux de déménager rapidement pour mon propre bien-être, que ce n'était pas sain pour moi de rester dans un endroit avec autant de mauvais souvenirs. Il a tourné ça comme de la bienveillance. Et pendant une seconde, j'y ai presque cru, car c'est exactement comme ça que fonctionne la manipulation, elle enfile un pull tout doux et se fait appeler gentillesse. Puis le bail a été évoqué, son visage s'est crispé, et je me suis souvenu qu'il n'en avait strictement rien à faire de ma santé mentale. Il ne s'inquiétait que de son accès à la maison. La session s'est terminée sans rien résoudre, parce qu'il voulait bien plus que ce qu'il méritait et que j'étais bien trop en colère pour le lui accorder. Je suis sorti vers ma voiture et j'ai vu la femme adossée au mur à l'extérieur, inspectant ses ongles comme si elle s'ennuyait. Quand elle a levé les yeux, elle a articulé silencieusement quelque chose comme « bonne chance ». Et la fausse douceur de son geste m'a donné envie de crier. J'ai pris le volant en serrant le volant trop fort, tremblante, comprenant qu'il n'y aurait pas de fin rapide et propre. Juste des mois comme ça. Il n'y a jamais eu de vraie plainte pour la gifle, ce qui peut paraître dingue. Mais aucun d'eux ne voulait que la soirée de la fête ne devienne un dossier public avec une douzaine de témoins décrivant en détail exactement pourquoi son analyste junior était à sa fête d'anniversaire. Enfin, à sa fête de promotion, pour commencer. Son avocat a évoqué la gifle lors d'une audience de la même manière qu'on pointe une tache sur une chemise, regardez ça. Et mon estomac s'est noué, parce que je ne voulais pas que cet instant me définisse. Mais alors, mon avocat a demandé très calmement combien de témoins étaient présents ce soir-là. Et l'ambiance de la salle a changé, parce qu'ils étaient nombreux. Tellement de gens avaient vu cet homme embrasser sa maîtresse devant sa femme et sa propre mère. Tellement de gens l'avaient entendu se justifier à haute voix.
Tellement de gens pouvaient confirmer que la femme m'avait provoqué sur mon propre palier. Je détestais en arriver là, aux témoins, aux preuves, à des étrangers validant ma propre réalité. Mais je ressentais aussi une sombre gratitude que mon humiliation se soit déroulée devant un public. Ça voulait dire qu'il ne pourrait jamais me faire douter de moi-même dans une pièce vide. Quelque part au milieu de tout ça, j'ai commencé à éplucher nos finances, parce que le divorce vous oblige à regarder en face des chiffres que vous avez évités pendant tout votre mariage. Ça ne me donnait pas l'impression de fouiner. C'était de la survie. Lors des déclarations financières, quand mon avocat a demandé la liste complète des comptes et des documents fiscaux, quelque chose que je ne reconnaissais pas a fait surface. Un compte épargne séparé, à son nom. Pas quelques centaines d'euros, beaucoup d'argent. Caché bien discrètement. Toutes ces années où je pensais que nous faisions attention, que nous étions responsables. Toutes ces fois où on m'a dit qu'on ne pouvait pas se permettre des vacances, qu'on ne pouvait pas se payer de resto, qu'on ne pouvait pas payer pour que je reprenne mes études. Il s'était constitué son propre matelas de sécurité en privé. Et moi, je vivais d'espoir. Je me suis assise à la table de la cuisine, les papiers étalés devant moi, et je me suis mise à rire, puis à pleurer. Puis les deux en même temps, comme le personnage dans un montage de film qui fait une dépression nerveuse, sauf qu'il n'y avait pas de musique triste, juste moi et le bourdonnement sourd du réfrigérateur. Quand je l'ai confronté via les avocats, il a fait l'offusqué, comme si je l'accusais d'un crime. J'ai épargné, a-t-il écrit, et je pouvais entendre sa voix dans ses mots. Il fallait bien que quelqu'un soit responsable dans ce mariage. J'ai eu envie de hurler. Il fallait que quelqu'un soit responsable. Et pour lui, ça signifiait thésauriser de l'argent pendant que je rendais notre maison confortable et que je sacrifiais ma carrière. Pour lui, être responsable signifiait financer secrètement sa propre fuite. Toute cette affaire a pris 7 mois. 7 mois de réunions, de documents, d'attente des dates d'audience, d'attente de ses réponses, d'attente que ma propre vie ait le droit de redémarrer. À la fin, nous avons trouvé un accord. J'ai récupéré une partie de ce qu'il avait planqué. J'ai eu l'une des voitures. J'ai eu une part de certaines propriétés. Ce n'était pas un échange équitable contre les années que je lui avais données. Loin de là, mais c'était quelque chose. C'était assez pour pouvoir respirer sans avoir l'impression de me noyer. Le jour où tout a été finalisé, je me suis assise dans ma voiture devant le palais de justice et j'ai regardé à travers le pare-brise. Je m'attendais à me sentir libre. Au lieu de ça, je me sentais vide, comme si j'avais retenu ma respiration pendant si longtemps que j'avais oublié comment remplir mes poumons d'air. Sa mère m'a serré la main. « Tu l'as fait ?» a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. « Ouais », ai-je dit. Je l'ai fait. Quelques semaines plus tard, j'ai fait mon premier voyage seul depuis plus d'une décennie. Rien de très glamour. Une petite ville sur la côte bretonne, une location pas chère, le genre d'endroit où vous pouvez sortir, sentir l'air salé et faire semblant pendant une minute que votre vie n'est pas en miettes. Je me suis assise sur la plage avec un livre de poche que j'ai à peine lu et j'ai regardé les familles s'éclabousser dans l'eau. Et j'ai ressenti ce pincement de chagrin, car ça aurait pu être ma vie s'il avait été un autre genre de personne. Si j'avais fait d'autres choix. Si quoi que ce soit dans cette histoire avait été juste. Mais ensuite, j'ai ressenti autre chose sous le chagrin. Un espoir silencieux et têtu. Parce que j'étais toujours là. Je n'étais pas détruite. Je n'avais pas disparu. J'avais juste été réorganisé. À mon retour, je me suis attelé au travail peu glamour de la reconstruction. J'ai mis à jour mon CV, ce qui m'a donné l'impression de me présenter à une étrangère qui se trouvait être moi-même. J'ai pris un emploi à temps partiel dans une petite librairie appartenant à un ami d'un ami, surtout parce que j'avais besoin d'un endroit où aller et de me sentir utile à quelque chose. J'ai rangé des livres sur les étagères, aidé des clients, et j'ai essayé de ne pas m'appesantir sur le fait qu'autrefois, j'avais de bien plus grands projets. Une belle leçon d'humilité, c'est le moins qu'on puisse dire. Sa mère est restée dans ma vie. Plus techniquement comme ma belle-mère, mais comme cette femme plus âgée et féroce qui m'avait choisi quand son propre fils ne l'avait pas fait. On allait prendre un café, on parlait de choses normales, on se plaignait de la météo, de l'inflation au supermarché, et puis l'une de nous le mentionnait et la pièce se refroidissait un instant. Mais on ne faisait plus semblant. C'était la différence maintenant. Aucune de nous ne faisait semblant. Les mois ont passé et j'ai retrouvé un travail à temps plein.
Un poste de bureau sans grand prestige, mais qui payait assez pour que je me sente stable. Mes journées sont devenues routinières, réveil, café, transport, travail, maison, dîner, une série, au lit. Normal. Ennuyeux. Curatif. Il y avait encore des moments qui me frappaient sans prévenir. La première fois que j'ai vu un homme qui lui ressemblait dans un café et que tout mon corps s'est glacé. La première fois que j'ai entendu au supermarché une chanson qui était passée à notre mariage et que j'ai dû abandonner mon chariot au milieu du rayon comme s'il était maudit. La guérison n'a jamais été une ligne droite. C'était plutôt aller bien pendant 5 jours, puis s'effondrer parce que je ne trouvais pas une tasse bien précise. Et soudainement, j'avais l'impression d'avoir perdu ma vie entière une nouvelle fois. J'ai aussi traversé une période où j'étais obsédé par l'idée d'aller vérifier le profil de la femme sur les réseaux, même si je savais que c'était du poison. Je la débloquais, je scrutais, je la rebloquais, comme si je pouvais contrôler ma propre douleur en la regardant droit dans les yeux. Elle publiait de petites citations floues sur choisir le bonheur et protéger sa paix. Et à chaque fois que j'en voyais une, je voulais jeter mon téléphone à travers la pièce. Je déteste admettre à quel point ça m'atteignait, mais c'était le cas. Finalement, j'ai supprimé l'application pendant un moment, parce que j'ai fini par comprendre que j'étais volontaire pour me faire du mal. Un mardi banal, je suis tombé sur mon ex dans un magasin de déstockage. Pas une rencontre dramatique, juste un timing désastreux dans le rayon des produits d'entretien. Il avait l'air plus maigre, fatigué, comme si la réalité résonnait bruyamment à ses oreilles depuis un moment. Il s'est figé en me voyant, comme s'il ne savait pas à quelle version de moi se préparer. Celle qui jetait des gâteaux ou celle qui pleurait sur le canapé. Mon cœur a fait un bond. Et puis, étrangement, je me suis senti très calme. Il a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose. Peut-être des excuses, peut-être encore des reproches. Je l'ai coupé court, simplement en m'éloignant. Pas de discours. Pas de confrontation. J'ai pris ce que j'étais venu chercher et je suis parti. Dans la voiture, mes mains tremblaient, mais je me sentais aussi fier de moi de ne pas lui avoir offert de scène. Je ne lui avais donné aucun accès à mes émotions. J'avais juste pris ma vie et je l'avais emportée vers la sortie. Et puis, un soir lors d'une petite soirée chez des amis, j'ai rencontré quelqu'un. Pas de manière magique, ni comme dans les films. Juste d'une manière très on n'arrête pas de se retrouver dans la même conversation. On a parlé, on a ri, il m'a posé des questions qui n'avaient absolument rien à voir avec mon ex. Je me suis surprise à sourire sans l'avoir calculé, et ça m'a sincèrement fait sursauter. Je ne me suis pas précipité. Je ne faisais plus totalement confiance à mon propre jugement. Mais doucement, j'ai laissé l'histoire s'installer. J'ai laissé une personne entrer dans ma vie sans essayer de lui donner une forme bien précise à tout prix. C'était plus doux que ce que j'avais connu. Plus silencieux. Ça ne ressemblait pas à une pièce de théâtre que je devais tenir à bout de bras. Pendant ce temps, mon ex et la femme sont restés ensemble, du moins pendant un temps. J'ai eu des échos par des connaissances communes, ces fameux potins qui voyagent comme s'ils avaient leurs propres jambes. Les gens disaient qu'elle avait du mal après avoir été transférée dans une autre équipe, que personne ne voulait vraiment travailler avec elle, qu'elle avait perdu cet éclat avec lequel elle se pavanait. Les gens disaient que mon ex occupait un poste inférieur désormais, essayant de se refaire après avoir été viré, se plaignant des problèmes d'argent comme s'il venait tout juste de découvrir que le loyer était une chose qui existait vraiment. Je ne m'en suis pas réjoui. Je n'en ai pas pleuré non plus. J'ai juste pris note de ces informations, comme si l'univers rétablissait doucement un certain équilibre. Environ un an après la fameuse fête, presque jour pour jour, sa mère est passée prendre le café. Elle avait l'air fatiguée, mais il y avait un lueur amusé dans ses yeux, comme si elle gardait une histoire pour elle. Il m'a appelé, a-t-elle dit. Je me suis tendu par réflexe. Quoi encore? Elle a pris une lente gorgée. Il m'a demandé s'il pouvait me louer cette maison, a-t-elle dit, et sa lèvre a tremblé d'amusement. J'ai cligné des yeux. La maison, ai-je répété, parce que ça semblait trop ridicule pour être vrai. Elle a hoché la tête. Il dit qu'il galère. Il dit qu'il a besoin de stabilité. Qu'il a fait des erreurs. Qu'il regrette sa maison. Elle a ricané. Sa maison. J'ai senti mon estomac se tordre. Pas par pitié, mais avec une colère étrange et propre. Parce que bien sûr qu'il voulait la chose qu'il avait jetée.
bien sûr qu'il voulait le confort qu'il avait toujours considéré comme un dû. « Qu'est-ce que vous lui avez dit ?» ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Sa mère a posé sa tasse et s'est penchée en avant. « Je lui ai dit non », a-t-elle déclaré. Aussi simple que ça. Je lui ai dit que je me souvenais de la façon dont il est entré dans cette maison avec elle à son bras. Je me souviens comment il t'a parlé. Je me souviens comment il m'a parlé. Je lui ai dit qu'il pouvait reconstruire sa vie autant qu'il le voulait, mais qu'il allait le faire sans utiliser la mienne comme filet de sécurité. J'ai relâché un souffle que j'ignorais retenir. « Merci », ai-je dit doucement. Elle a balayé l'air de la main comme si elle ne voulait pas de gratitude. « Je ne le fais pas pour toi », a-t-elle dit, mais ses yeux se sont adoucis. « Je le fais parce qu'il doit apprendre que l'amour n'est pas un permis pour blesser les gens et revenir ramper pour trouver du réconfort quand ça ne l'amuse plus. » Nous sommes restés dans la cuisine et avons parlé de choses normales après ça. Et puisque je sais que les gens posent toujours la question concernant cette partie, non, je ne suis pas resté dans cette maison pour toujours. J'ai loué à sa mère juste le temps de me remettre sur pied, puis j'ai déménagé dans mon propre petit appartement, plus près de mon travail. Et avec la personne que je fréquente, on prend notre temps. C'est tout ce que je peux gérer pour le moment. Et pour une fois, je m'autorise à me dire que c'est suffisant. Je ne me suis pas senti dramatique par rapport à tout ça. Je n'ai pas ressenti le besoin de faire un discours. J'ai juste ressenti cette certitude silencieuse, comme si une ligne avait été tracée sur le sol et que je me tenais enfin de l'autre côté. Plus tard ce soir-là, je me suis tenu dans mon propre salon et j'ai pensé à la pièce où les gens avaient crié surprise. À quel point j'avais voulu que mon mari se sente célébré. Comment j'avais voulu qu'il se sente enfin à la hauteur des comment il avait remboursé tout ça par la plus grande humiliation publique de ma vie. J'ai pensé à la part de moi qui m'était blâmée pendant des années, la part qui s'était pliée, de plus en plus petite, pour rentrer dans ses attentes. Et j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Je ne vous dirai pas que je lui ai pardonné, parce que je ne l'ai pas fait. Je ne vous dirai pas que je suis reconnaissante que ce soit arrivé, parce que je ne le suis pas. Mais je vais vous dire que j'ai arrêté d'essayer de lui trouver des excuses qui le dédouanaient. J'ai arrêté de réécrire ma propre douleur juste pour préserver une paix fragile. Et j'ai arrêté de croire qu'aimer quelqu'un, ça veut dire le laisser vous briser pour pouvoir le garder. Je me suis couché ce soir-là dans un endroit qui était enfin entièrement à moi. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, j'ai dormi sans me réveiller avec le cœur qui battait la chamade. Pas parce que tout était parfait, mais parce que j'avais enfin arrêté d'attendre qu'il revienne et m'explique pourquoi je méritais ce qu'il m'avait fait.